Tchernobyl. Alors vous êtes sûrement nombreux à avoir vu la mini-série HBO éponyme, mais est-ce que vous êtes déjà penché sur l'incident nucléaire de Tchernobyl? Bon, tout le monde et son petit chat a déjà entendu parler de la catastrophe. Si vous avez mon âge ou que vous êtes plus jeune, c'est sûrement vos darons qui vous ont raconté. Si vous êtes plus vieux, il n'est pas impossible que vous ayez vraiment vu cette merde-là aux infos. La mini-série est extrêmement proche de la vérité. Donc si vous l'avez déjà vu, en fait, vous êtes déjà up to speed. Mais ça va pas m'empêcher d'en parler. Dans la nuit du 25 au 26 avril, un test de sécurité est prévu dans l'usine atomique Lénine, dans la ville de Pripyat, à 15 km de Tchernobyl. On appelle une ligne, je vous ai fait un deuxième trou de balle, non, ça n'a pas eu lieu à Tchernobyl. Alors Tchernobyl est bel et bien dans la zone d'exclusion, et c'est bien l'usine nucléaire de Tchernobyl. Mais elle est à 3 km de Pripyat et à 15 km de Tchernobyl. Donc, je sais pas, démerdez-vous avec les Russes. Alors, test de sécurité, tu dis, oui. Il s'agissait d'un îlotage. On va éviter un maximum les termes techniques dans cet épisode, de sorte à ce que tout le monde, surtout moi... Mais en gros, l'îlotage, c'est un régime de fonctionnement du moteur qui permet de le mettre en sûreté quand il y a un incident électrique majeur, genre un blackout. Alors, pour ce test, le protocole soviétique de l'époque prévoyait qu'on baisse la puissance du réacteur entre 700 et 1000 watts. Alors, comment tu montes et tu baisses la puissance dans un réacteur atomique ? C'est compliqué, mais je vais essayer de faire simple. Dans un réacteur atomique, en fait, tu as des espèces de barres de contrôle. Certaines d'entre elles sont des barres d'uranium, ou tout simplement l'essence du réacteur nucléaire, et d'autres sont des barres de boron. C'est une matière qui est neutrophage, donc elle capte les neutrons, ce qui, à terme, endigue le procédé de fission. Voilà, j'ai dit plein de mots que je comprenais pas. C'est pas mal. Alors les sources divergent un peu, mais bon, ça c'est le problème de la Russie communiste. Hein. Et selon les sources, l'ingénieur en chef adjoint, Anatoly Dyatlov, aurait demandé à ce qu'on descende à 500, voire même à 200 mégawatts. Vrai, faux, je sais pas. Le fait est que la puissance, elle est descendue de fou, en fait, au point qu'elle est arrivée à 30 watts. 30 mégawatts, pardon. Le problème, c'est qu'un réacteur atomique, c'est absolument pas censé descendre aussi bas. Pour des raisons que je ne comprends pas trop, ça crée du xénon. Et le xénon, tenez, voilà un graphique chopé sur Wikipédia. Le xénon absorbe les neutrons, ce qui aussi endigue la réaction. Vous aurez remarqué qu'on a un fond vert. J'ai eu un retour d'un viewer qui m'a dit que ce serait mieux de mettre plus d'images. Donc on a un fond vert, comme ça j'ai plus à me détourer et à me mettre n'importe où, c'est super. Revenons à nos moutons. Là, le réacteur, il est complètement en train de caler comme une plaque A sur un... C'est dès le passage dans une cote. Et tu t'en doutes, c'est pas fini. À minuit 38, la puissance est trop basse. Normalement, pour remonter la puissance, il faut y aller tout doucement, petit peu par petit peu, hein, en 24 heures. Mais là, Dyatlov, il fout la pression et exige que ce soit fait maintenant. Du coup, les mecs, ils ont enlevé les barres de boron, comme ça, des dizaines à la fois, jusqu'à ce qu'il y en ait plus du tout, en fait, à l'intérieur. Il y en a 200, hein, des barres de boron. Hein, À 1h22 du matin, le système automatisé de la centrale recommande l'extinction du réacteur parce qu'il est plus contrôlé par les barres de contrôle. Ça fait un peu pléonasme. À 1h23, le test commence. Ils éteignent les pompes à eau qui sont responsables du refroidissement du cœur et qui créent la vapeur, ce qui à terme crée de l'énergie électrique. Les pompes doivent rester en roue libre 40 secondes. Ensuite, leur travail sera repris par des générateurs au diesel. Mais c'est beaucoup trop parce que l'eau dans les turbines va stagner. Et en quelques secondes, elle va s'évaporer. Et ça va faire très très vite monter la pression à l'intérieur du cœur. À peine 35 secondes après, la puissance elle augmente mais genre significativement, genre grosse power surge. 1h23 et 40 secondes, le bouton d'urgence AZ5 est enfoncé. Alors normalement ce bouton, ce qu'il fait c'est qu'il remet toutes les barres de boron d'un seul coup dans le réacteur, ce qui techniquement l'éteint complètement. Mais il y a un hic dans l'histoire, c'est que les pointes des barres en boron sont faites avec du graphite, ce qui au lieu d'être neutrophage et donc d'endiguer la réaction, excite encore plus tout le bordel qu'il y a à l'intérieur de ce cœur. À la milliseconde où les pointes en graphite entrent en réaction avec le cœur du réacteur, toute l'eau se vaporise. Et ça fait péter plusieurs barres d'uranium 235 et des conduites de flotte et plein d'autres trucs. C'est la merde, ça commence à être grave la merde. Le couvercle du réacteur, hein, qui pèse 1200 tonnes et qui est composé des barres de contrôle et des barres d'uranium, commence à tressauter 2 secondes plus tard. Et à 1h23 et 45 secondes, c'est pas une blague, 1, 2, 3, 4, 5, le réacteur dont la puissance maximum autorisée est de 3200 MW dépasse les 34 000 MW. Il y a énormément de pression à l'intérieur du cœur, la pression ne peut plus être contenue, le couvercle saute, et dès lors l'oxygène entre en contact avec l'hydrogène et le graphite qui a été surchauffé, le toit explose. Et après l'explosion en elle-même, en fait elle a pas été si catastrophique. Parce que j'en entends et j'en vois pas mal sur les internets dire des trucs comme l'explosion nucléaire de Tchernobyl, blablabla blablabla. C'est pas l'explosion qui a tué énormément de gens, c'est les radiations qui ont suivi cette explosion.
Toute cette merde a pris feu. Ça a créé des cendres et donc des retombées radioactives. Et ça s'est propagé partout. Mais là, tu peux te dire, à raison, et s'il y a le feu, envoyez les pompiers au plus vite. Sauf que voilà, un incendie nucléaire, ça s'éteint pas comme ça. Les mecs qui peuvent arroser le cœur tant qu'ils veulent, l'eau va s'évaporer avant même d'avoir atteint le cœur. Ils ont quand même envoyé des pompiers. Et la plupart sont morts moins d'1 an après, soit de syndrome de radiation aiguë ou de cancer et d'autres saloperies à cause des radiations. À la place, le cœur a été noyé sous un mélange de sable, boron, argile, plomb, borax, dolomite. Et c'est tout. Ça a été largué par hélicoptère. D'ailleurs, un hélicoptère s'est crashé pendant cette histoire. En fait, les pales de l'hélico sont entrées en collision avec le câble d'une grue. Après avoir été autant que faire se peut par des centaines de jeunes hommes, des milliers de jeunes hommes qu'on a appelés les liquidateurs, les autorités vont faire construire un sarcophage autour du complexe pour limiter le rayonnement des radiations. Le premier sarcophage sera terminé en octobre 1986, et il y en aura 2 autres après, un en 2005 et en 2017. Et si vous voulez un peu plus de morbide avec tout ce que je viens de vous raconter, il y a un homme qui repose dans le sarcophage. Valéry Yodenchuk, qui est mort dans l'explosion initiale et dont le corps n'a jamais été retrouvé, et sûrement toujours alors qu'il est dans les sous-sols de l'usine. Alors l'accident a eu un impact terrible sur la région. Déjà, au moins 250 000 personnes ont dû être relogées. Parce que maintenant, il y a une zone d'exclusion de 30 km autour de la centrale. Économiquement, l'impact aurait été tout aussi énorme, à peu près 18 milliards de dollars. Et c'est pas juste une question de ça a pété, faut nettoyer, le coût de réparation de tout le sarcophage, tout ça. Non, il y a aussi le manque à gagner parce que c'est une région dans laquelle il y avait de la pêche, de la chasse et de l'agriculture. Et tout ça, c'est foutu. C'est foutu. Toutes les récoltes ont dû être détruites de peur d'être contaminées. Énormément d'animaux ont dû être tués de peur de leur contamination. Et la pêche est interdite et tout ce genre de conneries. Et écologiquement, c'est en fait pas mal discuté. Je m'attendais pas à tomber sur un truc comme ça. D'un côté, on voit clairement que la nature a repris ses droits à Pripyat. Et il y a des experts comme Robert Baker qui clament que le départ des hommes a contrebalancé beaucoup des effets négatifs liés aux rayons ionisants. L'industrialisation, l'élevage et l'agriculture et la chasse sont des activités plus dévastatrices pour la biodiversité que le pire accident nucléaire. Mais d'un autre côté, il y a d'autres personnes comme Kate Brown qui, elles, disent que c'est terrible et qu'on y trouve dans certaines zones tellement irradiées, ni rongeurs, ni insectes. Si tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui vous a donné envie de vous faire irradier, déjà vous êtes un grand malade, mais vous pouvez parce que depuis un certain temps maintenant, il y a des circuits touristiques qui vous permettent d'aller dans la ville fantôme de Pripyat. Et à Skip, c'est 100% safe. D'ailleurs, certains youtubeurs y sont déjà allés. L'Incateracite de Wanky Studio, par exemple, ou Mamie Twink. Voilà, maintenant vous savez un poil plus sur ce qui s'est passé à Tchernobyl. Ne me remerciez pas, abonnez-vous plutôt, c'est moins cher que gratuit. Allez, à plus, c'était sympa.